Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire du Club immobilier de l'ID. Je me présente, Bruno Devers, donc je suis directeur immobilier services généraux du groupe Egis. Je suis également membre du COMEX de l'association de l'ID et pilote de ce club immobilier. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, dernier webinaire, on s'est retrouvé le 3 avril où on avait parlé de projets, notamment sur les notions de savoir quelles étaient les raisons, opportunités d'un déménagement ou pas. On a effectivement pu apporter quelques discussions, échanges sur ce sujet. Aujourd'hui, donc deuxième webinaire de l'année 2024, on va parler de, comme vous l'avez vu dans l'annonce du webinaire, d'incertitudes qui sont un peu plus nombreuses depuis quelques temps, et donc essayer de discuter avec vous, d'échanger sur les répercussions que ça peut avoir sur le secteur immobilier. Donc pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur scène Gaël Montassier. Gaël, si tu peux nous rejoindre. Donc Gaël est directeur de la stratégie RSE et l'innovation de Meetwit. Je te laisserai peut-être éventuellement dire deux mots sur ce nouveau nom. Je pense que certains le découvrent. Puis j'accueille donc Laetitia Faucaner qui est depuis 2 jours sur un nouveau poste, donc Workplace Manager de la région IAMI du groupe Augury. Laetitia, si tu peux nous rejoindre sur scène. Bon, le temps que tu trouves la commande, je vais... Bonjour à tous. Donc, j'accueille également Julien Fouché. Je pense que la plupart le connaissent. Donc, directeur immobilier et environnement de travail du groupe UP. Bonjour à tous et à toutes. Et j'accueille également Karine, donc Karine Frémaux, qui est le responsable asset management de Harmonie Mutuelle. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je propose, c'est que je vais, sur ce webinaire, donc c'est Gaël qui va animer les débats. Donc Gaël, je te laisse le floor pour introduire le sujet. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, les incertitudes croissantes le sont d'autant plus que le climat d'incertitude continue et demeure politique, mais il a démarré effectivement très fort avec le Covid et tout le corollaire derrière, les augmentations de l'énergie, le climat des affaires est toujours resté à peu près serein, mais s'étiole au fur et à mesure. Nous sommes en 2024, soit 4 ans après le début du Covid, et où en sommes-nous aujourd'hui? Comment est-ce que les entreprises, les grands preneurs, font pour adapter leur stratégie immobilière, loger en fait l'ensemble de leurs collaborateurs dans des environnements de travail, dans les grandes métropoles, Paris, Île-de-France, grandes métropoles régionales. Voilà, c'est la question que nous allons poser aujourd'hui, et nous avons en face de nous à nos côtés des professionnels de l'immobilier qui ont soit la casquette en fait de propriétaires immobiliers ou bien de directeurs des environnements de travail des entreprises. Voilà, donc des sachants. Alors, je ne vais pas redire ce qu'on s'est dit, série de crises majeures, Moyen-Orient. Si on fait un état aujourd'hui, alors tout le monde va nous dire qu'on est très centré Île-de-France, mais nous avons aujourd'hui en Île-de-France un marché qui est essentiellement intéressant sur le QCA, et c'est ce qu'on retrouve à peu près partout dans les grandes métropoles régionales, d'accord. Les grands centres-villes, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, un peu moins à Nantes, mais dans la plupart des grandes métropoles, Toulouse également, le centre-ville est toujours assez attractif. Taux de vacances locatives est toujours de plus en plus important. C'est ce que l'on constate en fait sur le deuxième trimestre 2024, avec 409 000 mètres carrés venus s'ajouter au premier trimestre, sur une demande qui est en forte baisse, 5% sur un an et 18% par rapport à la moyenne décennale. Nous atteignons un taux de vacances de 9% et des valeurs locatives, même de seconde main, dans un marché du QCA à 740 €.
et les loyers prime pour les immeubles totalement réhabilités qui se situent autour des 1 000 € du mètre carré par an. Voilà. Donc, un état du marché où tout le monde veut être dans l'hypercentre des grandes métropoles, avec une désaffection pour la périphérie. Je confirme, Gaël, pour rester dessus, effectivement, je confirme ces taux de vacances qu'on constate quand sur des projets immobiliers où, quelle que soit la ville, alors le taux de vacances en général, effectivement, a augmenté de manière générale, mais avec un plus gros différentiel, les centres-villes devenant où le taux de vacances a même presque tendance à baisser. Parce que beaucoup de recherches et du coup effectivement au détriment des zones périphériques des villes. Voilà, la notion, on en reparlera aussi, qui est la proximité, transport, des gares notamment. Oui, on a des actifs en première et deuxième couronne parisienne qui sont aujourd'hui, pardon Laetitia, complètement plantés, pour prendre un mot un peu courant, mais et on a des milliers de mètres carrés qui sont vacants. Les communes qui aujourd'hui ont des PLU restrictifs vont devoir à un moment donné s'interroger aux côtés des propriétaires bailleurs pour sortir de cette impasse de la vacance forte en première et deuxième couronne notamment. Et on peut voir aussi effectivement que c'est vraiment lié aux crises parce qu'on a de grands projets immobiliers qui avaient pris naissance avant les crises et notamment le Covid, qui avaient un bel avenir, on va dire, devant eux, où ça a été complètement perturbé par la crise qui a créé ce phénomène de il faut le centre-ville, il faut cette attractivité, on n'a plus besoin d'autant mètres carrés. Et là, on voit vraiment comment la crise a influencé le marché et la tendance n'a pas l'air de s'inverser, bien au contraire. Julien ? Moi, je pense que je partage l'avis de mes collègues. Sur ce sujet-là, je pense qu'on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire que c'est l'emplacement qui sert de service aux occupants. Et je pense que cette tendance s'applique également pour les sites de province, notamment, avec une volonté peut-être d'aller sur des espaces à réhabiliter ou peut-être pas immobilier neuf, mais on recherche encore des locaux, même en deuxième catégorie, et qui sont viables économiquement et pour nos équipes. Parfait. Tu parles des fondamentaux, mais ces fondamentaux, ils vont être là pour combien de temps ? Est-ce qu'ils te semblent être pérennes, sachant que rien n'est pérenne ? Qu'est-ce qui pourrait redonner de l'attractivité en fait à l'immobilier en première et deuxième couronne des grandes métropoles, que ce soit Paris ou en région ? Sur les fondamentaux, je parlais de l'emplacement principalement pour l'immobilier. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est la deuxième poste de dépense d'entreprise. C'est la vitrine de l'entreprise. Ça revient de plus en plus à la vitrine de l'entreprise. Donc, c'est l'emplacement. Je pense que c'est fait pour perdurer avec une variante. Qui est la résilience climatique. C'est pas le détail maintenant, mais je pense que ce qui sera distinctif pour certaines entreprises, bailleurs ou locataires, en termes de marque employeur, c'est cette capacité à avoir des bâtiments qui sont économiquement et socialement démontrent une résilience climatique au vu de l'évolution. Exemple, vous allez au bord de la côte pour prendre un site. Si on se projette à moyen terme, on est bon, 3, 6, 9. Pour un bailleur ou autre, si on se projette sur du long terme, on peut se poser la question de l'existence encore du bâtiment à terme. Deuxième point également, je suis désolé, je parle beaucoup après parce que c'est un peu une obsession pour l'instant. L'emplacement, oui, mais à quel prix? Je ne m'entends pas au prix du mètre carré, mais au prix de la réhabilitation. Il y a des nouvelles obligations légales qui obligent à faire des travaux. La question se pose, est-ce qu'on les fait quand même ou pas? Et ou est-ce qu'on ne crée pas plutôt des friches immobilières dans certaines zones? Je m'éloigne un peu du sujet, mais pour moi, Paris restera toujours attractif quoi qu'il arrive. Par contre, le reste de la France, c'est un autre sujet. Ok. Karine, est-ce que tu peux nous éclairer de ton point de vue, de ta double casquette qui est si précieuse pour nous? Oui, la règle fondamentale de l'immobilier des 3 E, ça, on ne revient pas dessus, c'est effectivement d'actualité, d'autant plus quand on est en période de crise. Après, c'est vrai que je tempère un peu les mots de Bruno. Je défends la province, je défends les métropoles régionales parce que je suis quand même un peu plus optimiste dans la mesure où les entreprises aujourd'hui, avec le télétravail à distance, les RH
promeuvent l'employabilité dans les territoires, et je parle pas au-delà du territoire français. Donc je me dis que quand même l'avenir de l'immobilier dans les métropoles n'est pas si triste que ça. Voilà un petit peu ce que je voulais rebondir là-dessus. Alors, Karine, je me suis mal exprimé. Je parlais d'éloignement par rapport à un centre-ville. Je parlais pas de l'éloignement de l'Île-de-France. Qu'on se comprenne bien. Et je suis convaincu, comme ce que tu dis là, hein, qu'il y aura bien évidemment c'est-à-dire la couverture nationale va perdurer. Il y a pas de raison. Et dans certains cas aussi, peut-être, on dit sur ce que disait Julien, quand on parle de vitrine, souvent dès que des entreprises sont d'une certaine taille, on parle de vitrine surtout pour le siège de l'entreprise. Après, il y a des sites de production, enfin qui est pas forcément d'usine, mais sur lesquels on a besoin de mètres carrés et sur lesquels, effectivement, toute entreprise déjà n'a pas les moyens de se mettre dans les centres-villes, parce que les centres-villes, quelle que soit la ville, est forcément plus cher que la périphérie de la même ville. Donc c'est un équilibre à trouver après entre le découpage du siège, de ces espaces de production, enfin, ou opérationnels, et du coup derrière. Après, si je peux juste rajouter une note, j'ai vu les travaux réalisés, alors les travaux dans le sens les travaux réalisés sur certains projets immobiliers, notamment par une célèbre banque agricole, qui se sert justement des sites de province et du coup au mètre carré de province pour faire des bâtiments BBC ou très orientés basse économie ou environnemental. Et ça vient en complément de la vitrine du siège social. Et je trouve ça intéressant comme approche en termes de moyens alloués. Je me sers de la province pour afficher ma politique RSE pleinement, quoi. C'est juste en complément du mot vitrine, en fait. Parfait. Laetitia? Oui, alors moi j'ai une approche un peu différente sur le sujet, mais c'est vrai que le fait d'avoir, par exemple, des bureaux en province, ça offre aussi un levier ou quelque chose à offrir de plus aux collaborateurs, et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui on recherche tous la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, c'est indiscutable, je pense, le mode de vie parisien et qu'on peut avoir aussi en province, dans nos belles provinces. On a une vraie qualité de vie et moi, je sais que je l'ai expérimenté dans mon entreprise précédente. Et effectivement, le fait d'avoir cette possibilité d'avoir des entités en province, c'était un vrai levier. On a eu pas mal de mobilité interne, de mobilité géographique et ça plaisait beaucoup. Ça attirait aussi parce que dans le recrutement, on avait cette flexibilité. Alors, au-delà du coup, évidemment, pour moi, c'était un bonheur, hein. Mon collaborateur à Toulouse me coûtait moins cher que mon collaborateur parisien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion d'attractivité où on offre quelque chose de supplémentaire et je pense que c'est important aussi. Et ça peut encourager justement les entreprises à se développer aussi régionalement, ce qui est très bien. En complément, d'ailleurs, nous, on constate chez nous qu'effectivement, pour ceux qui restent longtemps dans l'entreprise, au gré des années d'évolution de la situation familiale, qui sont effectivement au début un certain nombre plutôt attirés par l'Île-de-France et puis après effectivement imagine avec une famille, des enfants, préfèrent justement pour rechercher la qualité de vie partir sur des sites où on a la chance effectivement d'avoir des agences dans à peu près toutes les villes, donc ça peut laisser des opportunités. Parfait. On passe à la slide suivante. Justement, transformation de l'offre et de la demande avec l'évolution de la demande de bureaux. Alors, quel est l'impact du télétravail qui a été le premier impact post-Covid? Enfin, le Covid nous a obligés tous à faire le choix du télétravail. Donc, quel est l'impact du télétravail, des modèles hybrides de travail sur la demande de bureaux? Aujourd'hui, après 4 ans de retour un peu d'expérience. Karine, je peux vous laisser ouvrir le sujet? Allez. L'impact du télétravail suite à cette crise-là qu'on a tous connue, pour moi, sur la demande de bureau, hein, parce qu'on est en lien avec le thème que tu as lancé, c'est vraiment l'optimisation des surfaces qui a bouleversé le marché
de l'immobilier d'entreprise, où les entreprises, on en a un petit peu parlé, se sont recentrées, concentrées, parfois en full télétravail, parfois en adaptant au bout de 2 ans, mais on a eu un impact très fort sur la demande de bureaux, puisque les demandes, on l'a dit juste avant, c'est un fait, hein, plus centralisées sur les centres-villes et plus réduits. Les utilisateurs étaient prêts à payer le prix au mètre carré plus cher pour moins de surface, donc moins de surface pour mieux. Je dis toujours moins pour mieux. Donc on a vraiment cet effet-là sur la demande de bureaux. Parfait. Laetitia, toi qui es passée d'une start-up, parce que toi tu as tu avais cette connaissance, tu as dû devoir basculer tout très rapidement. Oui. Alors, effectivement, on a basculé très rapidement et en même temps, on n'était pas les plus, on va dire, novateurs et les plus ouverts. Et ça, c'est le côté start-up aussi. C'est qu'on peut avoir, on se dit, très innovant, mais malgré tout, avoir aussi des réticences parce que le manque de recul nous donne pas la connaissance pour savoir. Et surtout, vu qu'on avait une forte croissance, on pouvait pas se permettre de faire du full remote. On n'était vraiment pas ouvert à ça. Mais réellement, le télétravail, oui, ça a un impact. La réduction des mètres carrés, effectivement, et l'organisation du travail un peu différente ou l'aménagement de l'espace en lui-même. Moi, j'entends beaucoup de gens tout le temps qui disent on fait plus d'espace de vie. Bon, beaucoup dans les projets, à la fin, on réduit les mètres carrés quand même. Donc ça, c'est une réalité. Ça a un vrai impact. Il y a une question très intéressante d'Anne qui nous demande le retour en arrière sur le télétravail, quel impact il va avoir. Et franchement, j'aimerais pouvoir bien répondre. Si quelqu'un peut répondre et à la réponse, je suis vraiment contente parce que je m'en inquiète. Je me dis qu'est-ce qui va se passer. Typiquement, là, je suis en flex office dans l'entreprise. On n'a pas beaucoup de mètres carrés. On n'a en tout cas pas autant de postes que de collaborateurs. Si demain, je reçois une petite note, retour en arrière, plus de TT, je ne sais pas où je vais mettre les gens. Donc ça, c'est une réalité. C'est que peut-être, voilà comment la tendance pour l'immobilier sera inversée. Le retour à full présentiel. Là-dessus, d'ailleurs, effectivement, merci Anne. Je profite pour te saluer sur cette question et enfin pour moi cet exemple des GAFA et Google avait fait la même chose. Ça a été les premiers à partir en full télétravail pendant le Covid avec des durées annoncées de confinement bien au-delà de ce qui était annoncé de gouvernemental. Enfin, Google, 2 semaines, je crois, après le premier confinement en mars 2020, a tout de suite annoncé qu'il rentrait pas avant juillet, puis septembre. Donc ils sont partis à fond là-dessus et maintenant c'est comme je crois que Elon Musk pareil, ils sont en train de revenir à 100% dans l'autre sens. Donc j'allais dire peut-être un peu de modération. Moi mon sentiment sur le télétravail c'est que ça va rester, on fera pas machine arrière 100% en présence. Après c'est un juste équilibre qui dépend même au sein d'un même groupe ou d'une entreprise, ça dépend des métiers, ça dépend des personnalités, ça dépend de chacun, de sa possibilité d'avoir un endroit pour télétravailler, descendre. Donc, c'est une flexibilité qui rend effectivement notre quotidien et notre métier extrêmement complexe, parce qu'on passe notre temps avec la boule de cristal à essayer d'évaluer, à rationaliser les mètres carrés, parce qu'il y a quand même, je pense qu'on est tous drivés par l'économie, par le côté économique, et après, il faut qu'on soit capable d'offrir à tout le monde. Donc, pour répondre à ta question, Gaël, oui, le télétravail a impacté, et aujourd'hui, et c'est pas que le besoin, mais tout le monde rationalise les mètres carrés. Enfin, quand on voit effectivement des bureaux qui sont partiellement vides, ou en tout cas loin d'être pleins, c'est une aberration qui alors d'un côté qui est économiquement qui tient pas la route, et de deux, ce qui prend à mon sens plus en plus de poids, c'est le côté énergétique, enfin le carbone, l'empreinte carbone. Effectivement, avoir un bâtiment de 10 000 m², l'impact carbone, c'est pas la même chose qu'un 6 000, quelle que soit d'ailleurs la qualité du bâtiment. Donc, et on en vient, enfin, petit exemple d'ailleurs sur ce sujet, en complément du schéma directeur immobilier, donc la projection sur 5 ans de nos implantations avec des éventuels qui étaient un schéma qui était plutôt financier. On est en train de le compléter d'un volet carbone, et donc au gré des déménagements qu'on envisage, de voir dans quelle mesure on va réduire nos émissions carbone avec le double effet cliquet des mètres carrés, réduction mètres carrés, et passer sur un bâtiment plus sobre. Voilà, donc
Donc le télétravail et plus, et j'allais dire, et ce qui se passe au niveau environnemental, les deux réunis font que ça bouscule beaucoup la donne. D'accord. Julien, tu semblais sceptique tout à l'heure sur la reprise du marché en région. C'est-à-dire que tout était basé sur Paris ou les grandes métropoles, si j'ai bien compris. Et est-ce que dans les zones d'implantation, est-ce que les zones géographiques sont importantes, effectivement, pour l'immobilier tertiaire, enfin l'immobilier de bureau? Oui, les zones géographiques sont importantes. Avant de répondre à ta question, juste sur cette partie télétravail et retour en arrière, moi je pense que l'impact, il va être, s'il y a un retour en arrière qui continue comme ça, qui se développe, l'impact il va être fort sur un truc très simple, l'offre et la demande. Nous, on sera demandeur, la demande va augmenter, l'offre va être maintenue. Il y a une inversion de pouvoir de force en négociation qui va être rapide. Ensuite, vous aurez un impact budget PNL, normal. C'est le deuxième poste de dépense, l'immobilier. Donc, autant vous dire qu'il va falloir le justifier. Et ensuite, sur le télétravail, on rentre sur le jeu RH contre RH immobilier. Et moi, je pense qu'en fait, honnêtement, le télétravail, ce sera lié à ta culture d'entreprise. Donc, c'est lié à tes valeurs et autres. Enfin, c'est des beaux mots. Mais au-delà de ça, c'est aussi concrètement, c'est aussi adapter les mètres carrés au métier. Un commercial, il peut être en télétravail, mais il était déjà depuis des années quelque part. Donc, c'est peut-être ça qui va jouer. On risque de faire du sur-mesure. Mais l'impact immédiat, c'est l'offre et la demande. À mon sens. Pour répondre à ta question sur la partie province et Paris, moi, je rejoins tout à fait Laetitia dans le sens où c'est pas la pyramide de Maslow, mais c'est le diagramme de Maslow. Plus on avance dans le temps, plus on sécurise, plus on veut une famille et autres, on a tendance à aller dans des métropoles de province. Les métropoles répondent à la demande du marché immobilier, à mon sens. Moi, je dis rien là-dessus. Par contre, le sujet, ça va être le cas du déplacement, trajet maison, le lieu. Aller au centre-ville de Rennes ou aller au centre-ville de Marseille quand vous n'habitez pas Marseille à côté. Vous n'êtes pas déjà où des Parisiens au périph', hein. Il n'y a pas de sujet. Hein. Pareil pour Lyon. Voilà. Donc là, l'emplacement jouera encore plus. Là, il y aura une carte à jouer pour les métropoles puisque la demande risque d'être forte et l'offre, elle sera stable, surtout voire même en diminution. Et ce qui fera la différence, c'est l'accessibilité. Pour moi. Donc, en province, le marché va se maintenir sur les grandes villes, mais il y aura toujours des friches. Est-ce qu'il y a autant de mètres carrés disponibles est-ce qu'il y a plus de mètres carrés disponibles au centre de France ou dans certaines régions? Ouais. Faut être honnête, il y a certaines régions de France où il n'y a rien. Mais est-ce qu'on est prêt à y aller? Ça, c'est autre chose. Ok. La mutation de l'offre de bureau. Alors, il y a eu un gros boom du coworking qui s'est estompé au sortir du Covid. Mais est-ce que l'orientation vers des espaces dits plus flexibles, type coworking, espace partagé, bureau opéré, sont désormais des solutions explorées par les grands utilisateurs que vous êtes? Moi, je peux peut-être commencer, Gaëlle, si tu veux. Nous, Harmonie Mutuelle, utilisateur d'espaces de bureau, on a du mal à aller vers ce type d'espace. Pourquoi? Parce que je parle de l'entreprise dans laquelle je travaille, mais on a un maillage géographique qui est très, très étendu, avec des villes, des métropoles, mais des villes de taille plus modeste. Et il est souvent difficile de trouver des espaces qui répondent aux besoins des collaborateurs dans les distances, dans la praticité, dans l'accessibilité, premièrement. Deuxièmement, compte tenu du maillage important et de l'éclatement des collaborateurs sur tout un territoire, il est difficile pour la direction immobilière de gérer les contrats avec les espaces multiples de travail. On peut pas demander à chaque collaborateur d'aller engager les frais d'abonnement tous les mois ou de convention, et il est très difficile pour la direction immobilière d'aller multiplier par le nombre de collaborateurs. J'exagère un peu, mais ça peut être le cas quand on est éclaté sur toute la France avec un contrat avec un tel, un autre contrat avec un tel, etc. Voilà ce que je pouvais dire, mais d'un point de vue vraiment plus personnel par rapport à Harmonie Mutuelle. Merci, Karine. Je peux intervenir là-dessus. Nous,
C'est quelque chose qu'on utilise justement, enfin un peu soit dans certaines villes, enfin quelle que soit d'ailleurs la taille, étant donné qu'on travaille, on travaille souvent en mode projet. On peut avoir des projets d'ailleurs de petite taille dans des endroits où on n'a pas forcément de bureau. Et l'avantage, c'est que justement, ça permet, nous, direction immobilière, de ne pas avoir à gérer. Enfin, l'entité opérationnelle peut contracter directement avec un coworker 5 ou 6 postes ou autre. Et en gros, on a un contrat, il a tout sous la main. Donc, il n'a pas après à se soucier des fluides et autres prestations de propreté. Donc on a aussi dans Paris, on a une salle de coworking qui nous sert pour, étant donné que le siège est un peu décalé, dans les Yvelines, d'avoir un lieu dans lequel on peut organiser des réunions, un peu high level commercial. Donc nous, effectivement, on utilise, c'est un peu la marge, mais ça reste tout à fait dans un outil de flexibilité, de pouvoir ne pas s'engager sur trop longtemps et d'avoir quelque chose clé en main, disponible tout de suite. Laetitia, Julien. En ce qui me concerne, oui, nous on a des coworking aujourd'hui, mais c'est sur des plus petites structures où il y a moins de 20 collaborateurs. Pourquoi c'est intéressant, même si ce sera jamais mon option préférée. Je suis vraiment pour faire son bureau avec son identité, vraiment le construire le projet avec les différents services. J'aime ça, construire le bureau. Je trouve que c'est une bonne chose pour l'entreprise. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que sur un bureau de 18 personnes, ça me permet d'offrir à un coût maîtrisé les mêmes services que je vais offrir sur un bureau de 100, 150 et 200 personnes. Et ça, c'est la réalité. Ça me permet de faire baisser l'insatisfaction du collaborateur qui me dit, mais à Paris, vous avez une réceptionniste, mais à Paris, il y a les fruits, il y a le café, il y a ci, il y a ça. Et franchement, ça ferait exploser les coûts sur un bureau de 20 personnes si je mettais les mêmes services. Et là, le bureau opéré, le coworking prend tout son sens. Mais au-delà de 20 personnes, d'un coup, ça devient bien moins rentable. En tout cas, sur toutes les études que j'ai essayé de faire, c'était bien moins rentable. Et d'un coup, là, ça vaut l'investissement dans la ressource qui va gérer aussi le bureau, dans le service qui accompagne tout ça. Alors moi, je complète et je suis en accord avec toi, Laetitia. Sauf que moi, je suis à moins 11 personnes. Il va falloir qu'on se partage nos études. Toi, c'est moins 20, moi, c'est moins 11. Mais en effet, par contre, je m'aperçois d'une chose toute bête. Au-delà de l'effectif et de l'égalité et équité des services, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi et sur la vision. Je pense qu'il y a un élément complémentaire. On revient sur les métropoles de province. Avoir des sites de qualité en plein centre-ville, c'est vraiment, le marché, parfois, il n'y a rien du tout. Je vais citer un nom, Marseille, je reviens dessus. Il n'y a pas de message, vous inquiétez pas. Mais à Marseille, honnêtement, on est sur de l'ancien. Pour être dans l'hypercentre, c'est compliqué. Et un bail en soi, c'est trouver le bail qu'on veut, c'est compliqué aussi. Par contre, des offres de coworking, là, ou de coworking, bureau opéré ou autre, là, il y en a un peu plus. Et là, c'est intéressant. Donc, à Marseille, si tu vas dans la zone des docks, il y a pas mal de tours et d'espaces. On s'est installé il y a un an. Tu es dans une sorte d'hypercentre avec des transports, mais non, mais après, on en parle après. Alors. Nous, en ce qui nous concerne, on s'est cassé les dents à Nantes, par exemple. On cherchait à bouger. Enfin, il y a certaines villes. Après, c'est une question d'opportunité et on voit d'autres. Après, ça dépend. Je pense qu'il y a des cycles aussi de construction-rénovation qui est lié avec la commune, le département ou autre. Et effectivement, on se retrouve, qui est un peu partout, parce qu'effectivement, un bâtiment, ça pousse pas en 3 semaines. Donc, on peut se retrouver au moment où on cherche, quel que soit l'endroit, avec une pénurie de biens et inversement d'autres où on a plus ce choix. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, la province, le lien avec le coworking VS BY, c'est lié au lieu. Par contre, à Paris, c'est lié au métier. Où est-ce que tu vas en faire? Tu as les deux à Paris, en région parisienne. Tu as beaucoup de coworking, tu as beaucoup de beaux. Tu peux choisir, mais en fonction du projet que tu as ou comment tu vois gérer ton équipe, c'est entendable. En province, c'est pas en fonction du métier pour moi, c'est en fonction du nombre de personnes et du lieu en soi, de l'emplacement. C'est clair. Et donc, on parle beaucoup, en fait, de ces hubs et ces lieux de créativité ou de rencontre pour les grandes entreprises. Tu en parlais tout à l'heure, Karine. Ce sont des lieux un peu stratégiques. Aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir se retrouver et c'est la grande difficulté d'avoir une offre homogène sur l'ensemble du territoire. Mais est-ce que ces bureaux
hub de rencontre? C'est une idée que tout le monde s'est fait? Ou bien est-ce que c'est vraiment la recherche actuelle pour dire vous travaillez depuis chez vous, donc il n'y a pas de sujet pour produire. Par contre, vous revenez au bureau pour avoir un environnement collaboratif, de recréer du lien social et explorer votre marché pour notamment les commerciaux ou ceux qui ont des fonctions commerciales. Qui peut répondre? Tout le monde? Moi, je peux répondre. Ma vision là-dessus, c'est qu'effectivement, avec depuis ces dernières années, le Covid et ces confinements qui ont été contraints d'ailleurs, qui a été aussi, alors bon, même si ce qui était visio la technologie avait commencé depuis déjà longtemps, mais en tout cas la pratique des réunions en visio s'est démultipliée et que voilà et que, enfin pour beaucoup et d'ailleurs plus ou moins, on a besoin, envie de se retrouver entre soi et donc revenir dans des bureaux, on va dire hyper cloisonnés, chacun dans son box. Finalement, c'est un peu comme si on était seul à la maison. Donc, je pense qu'on a tous non seulement besoin de ces espaces plutôt qui stimulent, on va dire, le collectif de rencontres. Quelle que soit la typologie, hein. Après il y a un peu tout type, et ça, c'est un besoin pour moi, c'est un besoin physiologique. Et puis je pense que on constate tous que quand on vient au bureau pour rencontrer du monde, on résout plein de problèmes au-delà du côté humain et psychologique. Professionnellement, il y a toute une communication informelle, c'est un peu le terme consacré, mais il y a tous ces échanges un peu d'opportunités. Tu croises quelqu'un dans un couloir ou à l'ascenseur ou à la machine à café ou RIE, enfin quand il y en a ou ailleurs, tu vas échanger, chose que tu n'aurais pas faite si tu étais à distance, quoi. Donc pour moi, je suis convaincu, et ça répondra peut-être encore à la question d'Anne d'avant, mais j'espère en tout cas que le taux de présence au bureau va quand même remonter. On ne reviendra pas à 100%, mais va remonter. Enfin, ça dépend des entreprises parce que on en a tous besoin, personnellement et professionnellement. Ok. Laetitia, tout le monde est d'accord là-dessus? Parfait. J'aime bien quand vous êtes tous d'accord avec moi, c'est bien. Non, mais tout le monde est toujours d'accord avec toi, Bruno. Tu as l'expérience. Les nouvelles attentes des grandes entreprises. Donc, la relation entre preneur et utilisateur, de la transaction à la collaboration. C'est un souhait? Collaborer avec les propriétaires? Alors, les nouvelles attentes des grandes entreprises, la flexibilité est devenue un critère clé dans la gestion de vos baux. Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui? Alors, je parle à celle qui a une double casquette, Karine. Oui, effectivement, hein, je trouve que la relation entre bailleur et preneur, bailleur a changé. Les utilisateurs aujourd'hui sont en recherche de liberté, de flexibilité, parce que on voit bien que, on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas être devin et comment va s'orienter l'avenir. RH notamment, le volet RH, télétravail, pas télétravail, etc. Donc, les utilisateurs sont en recherche de flexibilité, les propriétaires bailleurs sont en recherche de sécurité. On en a un qui veut moins de surface, on en a un autre qui veut pas se retrouver avec des mètres carrés vacants sur les bras. Donc, on a vraiment un rapport différent et une collaboration qui doit se faire entre les deux pour qu'on puisse pour que les deux puissent répondre à leurs besoins actuels, qui a complètement été bouleversé depuis les crises successives. Donc oui, les contrats plus souples. Oui, tu cites dans ta planche la santé et le bien-être. C'est quelque chose, et Bruno en a déjà parlé, on reboucle aussi avec le volet énergétique, écologique, santé, bien-être. C'est des mots aujourd'hui qui sont mis en avant systématiquement par les utilisateurs. Les bailleurs, certains en ont pris conscience, d'autres non. Donc on a vraiment des nouvelles attentes qu'il faut pouvoir combler, et il faut pouvoir trouver sur le marché réponse à ces demandes flexibles.
Sur la flexibilité, moi, très clairement, c'est ce que je pense qu'on recherche tous. Hein. C'est globalement ce qu'on recherche, c'est un superbe endroit qui coûte pas cher et d'où on puisse sortir rapidement. Enfin rapidement ou quand on veut, voire même partiellement. Donc une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, ça se trouve pas. Et puis aujourd'hui, il y a quand même si le rapport de force bailleur propriétaire, c'est quand même pas mal évolué. Et en tant que locataire, on est en position de force liée notamment à ces effets de vacances. On obtient aujourd'hui, alors de manière différente suivant les villes, voire même les zones dans les villes, des mesures d'accompagnement qui sont, je crois, c'est historique aujourd'hui. Néanmoins, ces mesures d'accompagnement, c'est à peu près à chaque fois, c'est purement proportionnel à la durée réelle d'engagement. Certes, un 6 ans ferme, bah, ça sera, si on est sur une base de 2 voire 3 mois c'est plutôt généralement 2 mois par année ferme, donc ça va être 12 mois. Je passe sur un 9 ans, je serai plutôt sur 3, je passerai à 27. Et si je négocie un 9 ans ferme, mais avec une sortie à 6, pour le bailleur, finalement, ça revient à 6 ans ferme, puisque comme on a cette sortie. Et donc, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a sa logique. Karine, arrête-moi si mais derrière, il a sa logique de valorisation de son bien qui correspond tout simplement qui est un multiple en gros des flux garantis de loyer. S'il a 6 ans ferme, ça vaut un tiers de moins qu'un 9 ans ferme en valorisation de son bien. Et comme généralement c'est des foncières qui ont des placements, donc c'est purement mécanique. Donc de temps en temps, on a l'impression effectivement d'avoir négocié une marge une clause de flexibilité ou de rendre un tiers des surfaces à 6 ans. Alors, en fait, après, on le relie directement dans les mesures d'accompagnement. Donc, finalement, c'est un choix. Alors, après, il y a des effets aussi où on prend toute la franchise et si jamais on sort plus tôt, on la restitue. Ce qui peut avoir un effet de cash, de gestion et la finance, généralement, ils aiment bien ça. Mais voilà. Donc, oui, on cherche la flexibilité, mais néanmoins, ça, l'immobilier, un immeuble, ça reste du long terme. Et aujourd'hui, c'est encore complètement vécu comme ça par les propriétaires. Après, je pense que effectivement, le mot maître dans tout ça, c'est la collaboration et qu'il faut aborder cette relation avec le bailleur, forcément comme une collaboration et quelque chose qu'on veut créer ensemble. Et pour le dernier bail, le plus gros bail, alors c'est pas des énormes surfaces, mais 1200 mètres carrés pour nous, c'était beaucoup en tant que start-up. Engagement long, 6 ans, c'est une éternité pour une start-up parce qu'on ne sait pas où on sera dans 6 mois. Donc, et je sais que j'ai vraiment été témoin de cette bienveillance et de cette collaboration qu'on a pu faire avec le bailleur où on lui a expliqué que nous, on avait besoin de cette flexibilité, mais on avait envie de pouvoir s'engager. Mais on n'était pas sûr de pouvoir le faire sur 6 ans. Peut-être qu'on aurait besoin de plus grand. Peut-être que l'immeuble ne suffirait pas. Et effectivement, il y a eu énormément de bon sens et de trouver une voie où effectivement, la voie, celle qui, on va dire, qui permet le win-win, c'est une porte de sortie. Certes, on signe 6 ans, certes, il y a une mesure d'accompagnement, mais malgré tout, si on doit partir avant, parce que c'est devenu trop petit pour nous, on fera une restitution de la franchise. Et ça permet une relation équilibrée et où effectivement, même si on avait des dossiers un peu contre nous, d'entreprises un peu plus traditionnelles et un peu plus stables, on a malgré tout été choisi parce qu'on a créé ce projet ensemble. Et donc, on voit que c'est pas que le financier et la stabilité aussi qui régit les bailleurs et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a vraiment aussi cette notion de valoriser le bien, de créer l'histoire. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, mais je pense tous, et on peut, ça enlève un peu le côté du méchant bailleur qui veut toujours plus et tout ça, c'est faux. Il y a surtout une relation humaine qui se crée et un vrai projet ensemble. Les critères ESG, tu en parlais très bien tout à l'heure, Julien. Est-ce qu'ils deviennent prépondérants vraiment pour tout le monde aujourd'hui dans les grandes entreprises que vous représentez et même dans les startups, puisque c'est important pour elles de pouvoir communiquer sur leur impact environnemental. Est-ce que les propriétaires font les efforts nécessaires? Dites-moi. Alors, sur les critères ESG, moi je pense que c'est fondamental d'un point de vue social et d'un point de vue technique, donc économique, pour faire simple. Je reviens sur une base. À l'instant, on parlait du service aux occupants, de la santé, du bien-être. Vous prenez un bâtiment qui est super résilient
haussmannien en plein Paris qui a résisté à tout depuis des siècles et des siècles, il est résilient, le bâtiment. Mais en termes de confort d'utilisateur, c'est compliqué, en tout cas c'est onéreux. D'accord? Donc allier les deux, je pense qu'on va avoir des choix à faire entre l'ESG, la santé ou bien, enfin santé QVCT, emplacement et financier, donc c'est un critère, enfin c'est les 4 critères prioritaires. Mais d'un point de vue purement immobilier, la partie résilience climatique est une priorité parce que ça répond à nos obligations réglementaires, parce que ça permet justement de perdurer et ça valorise un bien sur le long terme, ce qui permet d'avoir des leviers de négociation complémentaires. Tout à l'heure, on parlait de souplesse. La souplesse n'est qu'un but. L'objectif, c'est quand même d'avoir une souplesse surtout juridique. Revoir nos ratios, revoir qui prend en charge l'article 600 du code de construction. Évidemment, il faut tout revoir comment on part d'un site aussi. C'est les modalités de départ. Et tout ça, c'est la résilience et donc la valorisation du bien. Donc les critères ESG, pour moi, ça devient prépondérant. Et je dirais même que c'est, au-delà de l'immobilier, c'est une priorité dans l'exploitation du bâtiment. Karine? Alors, en tant qu'utilisateur, aujourd'hui, on ne signe pas un bail sans y intégrer une clause assez exigeante sur… Alors, ESG, c'est large, faut quand même le savoir. Donc, là, je rentre pas dans le sujet de gouvernance et autres, mais je reste focus sur l'immobilier d'entreprise et le levier important, c'est le volet écologique, énergétique de ces critères-là. Et donc, on ne signe pas un bail aujourd'hui en tant qu'utilisateur sans intégrer une clause où le bailleur s'engage, si ce n'est déjà fait, c'est-à-dire qu'on prend un bail si c'est neuf ou réhabilité avec les objectifs du décret tertiaire, sinon on demande au bailleur de s'engager. En tant que nous, propriétaires bailleurs, on a lancé un plan dans notre BP, un plan de rénovation des bâtiments qui accueillent en grande partie des collègues Harmonie Mutuelle, des collaborateurs, pour justement viser les objectifs du décret tertiaire. Et lorsque dans ces bâtiments, on accueille des locataires extérieurs, des locataires tiers, autres que nos collaborateurs, eh bien, ils en bénéficient également. Voilà. Donc, on a vraiment une double exigence, et en tant que propriétaire bailleur et en tant qu'utilisateur et preneur à bail. Merci, Karine. Très clair. Laetitia, Julien, Bruno. Je suis complètement en ligne. Bien évidemment, ces critères sont hyper importants. Ils sont, je vois en visitant des projets pris en compte par la plupart des bailleurs qui, de toute façon, aussi n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, on le voit comme effectivement tout utilisateur en plus va chercher ce genre de produit, pour garder effectivement l'attractivité de leur site, ils ont intérêt à le rénover si c'est un bâtiment qu'ils nécessitent. Et les critères RSE, on est aussi nous en train progressivement de mettre des critères qui font qu'on n'ira pas signer un bail sur un bâtiment d'un certain niveau, alors que ce soit retranscrit au travers d'un DPE ou de différents labels. Sachant qu'effectivement, quand on signe un bail, c'est quand même pour une longue durée, et compte tenu des obligations, là, si je parle que de la France, du décret tertiaire, décret BACS et autres, pour lequel c'est reporter le problème à plus tard. Donc, on a déjà suffisamment de sujets avec les bâtiments dans lesquels on est. Quand il s'agit de prendre un nouveau, l'idée c'est d'être au moins tranquille pour quelques années. Côté bailleur, on parlait de la valo tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, casquette propriétaire, le bail est important dans la valo, je crois que c'est Laetitia qui le disait tout à l'heure, le bail et la qualité du bail est importante, mais on a aussi ce critère environnemental et ces objectifs liés au DEET, et autres décrets BACS. Moi, j'ai l'habitude de dire que demain, on n'aura plus un marché ancien, neuf, comme on parle aujourd'hui couramment dans nos conversations. On aura un marché rénové, décret tertiaire ou neuf, ou pas. Et le ou pas perdra énormément de valeur sur le marché parce qu'il sera plus bankable pour des investisseurs. Ou alors, faudra faire des opérations de rénovation monstrueuses, donc ils seront
décotés, ils seront plus attractifs pour les occupants, pour les utilisateurs, parce que eux, chacun, les grandes entreprises et les petites, font leur bilan carbone, et quand on prend à bail déjà des surfaces qui viennent tamponner votre bilan carbone, ben, ce sera négatif. Donc on a vraiment ce spectre-là, et je le prends comme positif plutôt, de tirer les bailleurs vers le haut pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est extrêmement onéreux, et tirer les utilisateurs vers le haut aussi, parce qu'il faut jamais oublier, et là j'ai ma double casquette, que un des leviers qui représente 15 à 20% pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, c'est l'usage, l'utilisation que on en fait tous au quotidien, vous et moi. L'usage, il ne faut pas le négliger. Il n'y a pas que les travaux. Ok, c'est-à-dire observer des températures de confort qui soient cohérentes par rapport aux préconisations en fait de l'ADEME. Exactement. Okay. Exactement. Ça commence par ça commence par trier, ça commence par ne pas laisser couler l'eau dans les sanitaires, l'éclairage, j'éteins, j'allume que quand je suis là. Je laisse pas mes équipements en veille, je me climatise pas à 18 degrés parce que il fait 25 dehors, je ne chauffe pas à 32 parce que il fait 15 degrés dehors. Je suis dans l'exagération, mais nous qui sommes confrontés là autour de la table, et je pense vous également, à l'occupation, on sait très bien que il fait trop chaud, il fait trop froid, et c'est très très difficile, ce ressenti est très très difficile, dépend de chacun. Mais on a un vrai levier sur les usages et la pédagogie qu'on doit faire. Les bailleurs ont un rôle, mais les utilisateurs et les RH et les directions immobilières ont un rôle sur ces notions d'usage des locaux. C'est comme chez vous. Vous pouvez changer toutes les fenêtres et tous les radiateurs. Si vous passez votre journée à laisser tout ouvert pendant que ça chauffe, ou inversement, ça marchera pas. C'est du bon sens qu'il faut aussi appliquer dans les bureaux, et ça, c'est difficile. Il est compliqué d'applaudir d'une seule main, donc il faut aussi pouvoir travailler avec les propriétaires pour arriver à faire des travaux cohérents et qui vont offrir et le confort pour les utilisateurs, parce que ce sont les salariés, et en même temps l'efficience énergétique et effectivement des températures de confort, mais très modérées, et qui vont suivre les préconisations. Est-ce que les modèles un peu HQE exploitation, ce sont des modèles que vous regardez, vous, en tant que grand utilisateur? Oui, enfin pour moi ça fait partie des labels que j'évoquais tout à l'heure, qui sont regardés. Juste, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Dans ce partenariat, il faut aussi que ça soit pas unilatéral, c'est-à-dire que le bailleur fait les travaux, mais c'est le locataire qui paye tout. Donc d'où aussi quand on négocie des baux, et effectivement je sais plus qui d'entre vous en parlait, de faire attention à ces clauses pour pas se faire assassiner quand effectivement les travaux de passage en décret tertiaire auront lieu. Mais c'est effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi Laetitia, ce que tu disais, c'est surtout à la mise en place d'un bail, c'est une collaboration des deux côtés pour essayer d'équilibrer les efforts des deux côtés. Après, effectivement, dans la signature, c'est un projet commun. C'est un projet commun, mais qui doit bien être dans les deux sens. Et la tendance, justement, s'inverse un peu. C'est plus le propriétaire qui fait ce qu'il veut, et l'utilisateur qui subit. Sans les entreprises, le bureau est vide, et sans bureau, les entreprises auront des difficultés à pouvoir croître. Donc, on est tous obligés de s'entendre. Bon, parfait. Immobilier résilient. Excusez-moi. Vas-y, Julien. On peut avoir les mêmes enjeux, mais on n'a pas les mêmes métiers. Enfin, je me permets juste. Les enjeux sont très louables, mais les métiers sont un peu différents quand même. Donc, nous sommes d'accord. Bureau flexible, les smart buildings, ça on a fait le tour. Je pense qu'on a revu l'IoT, gestion en temps réel. On se rapproche effectivement, taux d'occupation, on se rapproche effectivement de ce qu'on évoquait, le HQE exploitation. L'impact environnemental et les normes futures. Est-ce que les critères ESG, mais effectivement critères ESG c'est côté entreprise, mais est-ce que l'efficience énergétique des bâtiments va se mettre en place? Ça fait partie de vos choix immobiliers. Les scénarios d'avenir pour l'immobilier de bureau en France et en Europe.
Est-ce que tu peux nous éclairer, Karine, si tu as des notes là-dessus, sur les perspectives à moyen et long terme du secteur? Est-ce que c'est un secteur qui va être impacté? Est-ce qu'il va y avoir la transformation d'un parc de bureaux majeur en habitation? C'est ce qu'on entend. Les immeubles anciens sont plus difficiles à rénover, c'est ce que disait Julien. Haussmannia ne sera jamais effectivement une Formule 1 sur la partie efficience énergétique, ni confort de travail. Donc, où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors, franchement, Gaël, j'ai pas les réponses. Ce que je pense, c'est que nous sommes post-Covid. Quand je dis nous, c'est-à-dire vraiment cette génération, la post-Covid, qui travaillons dans l'immobilier, dans l'environnement de travail, dans le service à l'occupant et autres, on est au cœur, je pense, mais c'est personnel, on est au cœur d'une révolution. C'est-à-dire que les bureaux, dans 30 ans, dans 20 ans, ne seront pas ceux que l'on connaît. Le management ne sera pas celui qu'on connaît. Et du coup, je pense qu'on est au cœur d'une révolution, que c'est pas nous qui ferons cette révolution parce que nous, on est ancré dans quelque chose qu'on a façonné et qu'on a été conçu dedans. Je pense que c'est les générations futures qui feront évoluer ça. Donc, je peux pas te répondre parce que j'ai pas de boule de cristal. Oui, effectivement, on lit sur la réversibilité des bureaux, on lit pas mal de choses, mais je reste convaincue qu'on est au cœur de cette révolution, on est même au début et qu'on ne sera pas les acteurs des grands changements. Je réponds pas vraiment, mais je voulais faire part de mon avis. Mais je n'attendais pas une réponse ferme et franche et si tu veux construite, parce que ça semblerait bizarre. Nous sommes tous effectivement la tête dans le guidon et on essaye de comprendre ce qui se passe et de créer les équilibres pour que tout se passe à peu près bien et qu'on puisse poursuivre. Mais ça, c'est l'enjeu. Non, mais ce qui est peut-être parce que de toute façon la boule de cristal, effectivement, on l'a pas. Mais il est vrai que c'est un côté doux aussi. C'était un peu d'ailleurs le sujet, ce qui nous a amené sur ce sujet de webinaire, c'est qu'on se retrouve dans un moment où d'un côté, le côté utilisateur, il y a une demande de plus en plus exigeante en termes de qualité, donc énergétique des bâtiments, en termes de services, en termes de localisation. Et avec de plus en plus de flexibilité, donc de l'engagement de plus en plus court, en tout cas c'est le souhait. Et en face, il y a des bailleurs qui, eux, doivent répondre à tout ça, qui sont des priorités assez antinomiques de flexibilité, de qualité, et tout ça à des prix avec également les crises financières où la plupart des entreprises recherchent des économies un peu partout. Donc la quadrature du cercle est compliquée. Est-ce qu'on passe aux questions? Sous réserve qu'on ait d'autres que celles qu'on a eues dans le chat. Il y avait la question de Gwenaël à laquelle on n'avait pas répondu. Enfin, je pense qu'on l'a pas mal évoqué, surtout au début, sur un hub ou en tout cas ou un siège au niveau central et avec des sites satellites. Je pense que derrière ça, il y a la notion de taille d'entreprise. On peut effectivement avoir différents satellites à condition d'avoir quand même une certaine taille. Une entreprise de 25 personnes, ça paraît compliqué. Là, je sais pas si vous avez le chiffre, là, Laetitia et Julien, entre les 11 et 20 tout à l'heure. Là, est-ce que c'est 533 ou non, mais voilà, je pense qu'on a un peu répondu au travers effectivement les satellites. Ça sera au travers des coworking ou autres sites. L'enjeu restera ce qui avait été évoqué depuis le début, là. Le niveau de présentiel versus télétravail. Et d'ailleurs, plus on a de sites, plus c'est compliqué de bien dimensionner chacun des sites. C'est plus simple quand on a 1000 collaborateurs de mettre les 1000 sur un même immeuble que du coup les mettre sur 50 sites. Et après, j'ajoute que la multiplicité des sites va avoir des enjeux aussi un peu humains, où il va falloir aussi faire en sorte, quand on gère l'environnement de travail, d'avoir aussi quand même créé cette cohésion, ce sentiment d'appartenance très vite,
même si on a des services pareils, on peut se dire on est un peu, on est un satellite justement pas relié. Et ça, c'est vrai que il y a beaucoup de communication, faire des événements qui lient tout ça, que les managers permettent aux personnes qui sont dans d'autres agences de rejoindre le HQ souvent. Tout ça, c'est des choses que je pense qu'il faut penser à tout ça. C'est important de le mettre en place pour pouvoir fédérer toute l'entreprise. D'ailleurs, on voit une tendance là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, les coworkers maintenant autorisent la privatisation, la personnalisation des espaces qu'ils prennent par nos équipes, pas par les leurs. Et ça, c'est une tendance que j'avais pas vue. Pour moi, c'est nouveau en tout cas. Donc, c'est vrai que la signature immobilière déployée en province avec la signature qu'on trouve partout, notamment au siège social déployé ailleurs, ça se fait de plus en plus. Et là, pour le coup, ils sont beaucoup plus souples les coworkers. Ouais. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va conclure. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi, ceux qui sont d'ailleurs encore connectés. Quelques-uns ont dû partir. On espère avoir répondu, même si on a plutôt levé des questions que avoir répondu à des questions. Mais effectivement, on est confronté, ce qui est passionnant, ce qui rend d'ailleurs notre métier au quotidien assez passionnant d'être dans ce monde d'incertitude et de devoir s'adapter, trouver les meilleures solutions. Et donc voilà, donc merci, et puis on se retrouve au prochain webinaire qui aura lieu à une date à définir, qui n'est pas encore définie, donc dans quelques mois. Merci à tous. Merci à tous. Toutes et tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.